Donc je redis bonjour à tous et bonjour à toutes, en changeant l'ordre admis aujourd'hui. J'ai l'honneur de présider cette session 9 de ce magnifique colloque qui s'est tenu à distance et en présence et pour lesquels nous avons déjà des retours de collègues. C'est ce qui est aussi très intéressant dans ce genre d'organisation. Donc cette session 9 est une session qui est organisée en 2 temps, avec un premier temps qui sera consacré à une synthèse critique des travaux de ces 2 jours. Et cette synthèse est proposée par Maryse Bresson et Pierre Guibentif, que je ne représente plus puisqu'ils ont été là ces 2 jours, les directeurs et directrices de la Maison des sciences de l'homme de Saclay, que je félicite vraiment. Je leur ai dit en aparté, mais je le dis cette fois publiquement, je félicite d'avoir su tenir un colloque dans ces conditions, à la fois en respectant les exigences scientifiques, comme vous l'avez fait, sur un sujet qui est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui nous occupe tous beaucoup à divers titres et un sujet de société. Et même si l'exercice n'est pas facile de produire à la volée une synthèse critique de ces 2 jours, je pense que vous allez ouvrir tous les 2 des pistes peut-être qu'on pourra retrouver après en ligne ou de façon peut-être plus détaillée. Et dans un deuxième temps, nous avons la chance d'avoir avec nous Jacques Commaille, qui est sociologue, un grand sociologue du droit, bien connu et ami. Et au demeurant, c'est plutôt agréable de me retrouver avec lui. Et aussi Étienne Klein. Étienne Klein qui est physicien, mais c'est un physicien pas tout à fait ordinaire, puisqu'il fait aussi de la philosophie des sciences. Et en ce sens, nous sommes appelés à nous retrouver régulièrement, puisque entre les sciences humaines et sociales et la physique, eh bien, il y a ce domaine de la philosophie des sciences, qui est un domaine que nous partageons. Donc je vais commencer par donner la parole peut-être à Maryse ou à Pierre, vous choisissez. C'est moi qui commence. Voilà. Et puis après, donc, ce sera Pierre. Alors, merci pour cette présentation, donc Françoise. Alors, je vais pas redire, mais je vais le redire quand même. Effectivement, c'est quand même un défi et une gageure de présenter dans un temps voilà, aussi bref, après, et même en cours d'échange, une synthèse. Et en même temps, l'idée, le pari, c'est que ça peut amener effectivement des éléments. Donc, c'est ce que nous allons essayer. Alors, nous avons échangé déjà hier, après la première journée, avec Pierre. Et donc, je vais annoncer tout de suite le partage que nous avons fait. Nous verrons dans quelle mesure nous l'avons tenu ou réussi. Mais l'idée, c'est que je présente plutôt les apports de ces 2 journées sur l'évolution de la société et donc ce qui nous est apporté en termes d'enjeux, d'échanges, de connaissances aussi sur la société elle-même. Et puis, il y a un autre volet qui nous tient à cœur et qui était dès le départ une des questions, évidemment, et sur laquelle donc Pierre va développer sa synthèse également. C'est la dimension plutôt de la place du chercheur et de la question plus scientifique, j'allais dire, et donc réflexive proprement dite. Alors voilà, pour vous dire un petit peu comment nous nous sommes partagés les éléments. Alors, je voudrais quand même, c'est pas tout à fait la conclusion, il y a encore une séance après. Oui, j'ai vu. Voilà. Mais redire à quel point nous sommes heureux, nous aussi, donc en tant que direction de la MSH, que ce colloque ait pu avoir lieu, et puis donc qu'il ait apporté des éléments de réflexion, de connaissance, nous semble-t-il aussi, sur ce que nous sommes en train de vivre. Et finalement, c'était aussi son objectif, c'était dans la vision qui est celle, évidemment, des maisons des sciences de l'homme et de la nôtre en particulier, dans la logique, dans les principes interdisciplinaires, interinstitutionnels, de pouvoir nous interroger sur la nouvelle situation qui est créée dans la société, par rapport donc, à
invasion, intrusion du virus dans nos vies personnelles, dans nos vies sociales, et puis également donc dans la société en général, donc les défis collectifs qui sont la manière dont ils sont en tout cas saisis et dont les politiques s'en emparent, dont les citoyens s'en emparent, dont l'économie également d'une certaine manière s'en empare ou y répond. Alors du coup, la première question, et donc la première attente, beaucoup ont parlé d'un bouillonnement ce matin, je ne veux pas empiéter sur les chercheurs, mais il me semble que c'est donner du sens à ce qui n'a jamais été, et ça a été répété par plusieurs chercheurs, ce qui finalement nous donne l'impression de n'avoir jamais été vécu de la même manière. Rompre aussi, et c'était le point de départ du colloque, l'idée de rupture des pratiques, rompre avec tout un fonctionnement habituel, ordinaire, et donc avoir une réflexion et donner du sens à quelque chose qui se transforme et se reconfigure. Et du coup, alors de manière un peu classique peut-être, mais j'espère que ça... Il me semble que de ce point de vue, on peut essayer en tout cas d'ordonner les différentes contributions autour de deux grandes questions. Celles qui ont plutôt insisté justement sur les dimensions de rupture et de remise en cause, et celles qui ont plutôt insisté sur la partie confirmation, y compris prolongement de fonctionnement existant éventuellement, ou révélation de choses qu'on ne percevait pas de la même manière, mais qui existaient déjà, révélation de choses nouvelles peut-être en train d'émerger. Alors, ces termes-là, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, bien sûr, mais je voudrais dire, je les emprunte aussi aux chercheurs eux-mêmes, puisque par exemple, c'est Pauline de Bec-de-Lièvre qui a employé les termes à propos du sens du travail, de révélation, donc c'est la grille de lecture qu'elle a proposée aussi. Elle avait proposé 4 temps, révélation, confirmation, remise en cause, rupture. Donc du coup, je me contente d'une certaine manière de regrouper les deux termes de remise en cause et de rupture et de révélation-confirmation. Je voudrais aussi croiser du coup avec la présentation qu'ont faite nos deux ingénieurs de recherche, donc Anne Coralie et puis Elsa, donc qui avaient parlé aussi alors de dénoncer, conceptualiser, éclairer. Ça, c'est pour Anne Coralie. Et également pour Elsa, de dessiner l'espace que les SHS ont ouvert ensemble. Et donc voilà, c'est un peu l'ambition limitée, mais que je voulais rappeler ici. Donc finalement, ce qu'on a posé, ce qu'on a fait, il me semble-t-il, pendant ces 2 jours, c'est apporter des éléments de réponse sur ces ruptures et remises en cause, et puis aussi des questions, des ouvertures, des interrogations, y compris sur ce qui nous semblait être confirmé ou révélé à ce sujet. Donc, parmi les ruptures et les remises en cause, alors il me semble qu'il y a une première chose qui était massive, évidemment, c'est le discours de la crise, qui a été rappelé aussi par Elsa Bansard. Donc, un discours de la crise qui s'appuie sur l'évidence d'une rupture temporelle, alors matérialisée, j'allais dire, par l'expérience du confinement aussi. Il semble, Camille Peugny a parlé aussi de faits générationnels, il semble en tout cas, c'est ce qu'on avait dit dans les échanges, peut-être moins, qu'il y aura une génération de ceux qui auront vécu le Covid et le confinement de la manière dont nous l'avons vécu. Et certainement, tous ceux qui auront vécu et qui auront pris conscience aussi de certaines choses qui se sont passées à ce moment-là, auront partagé une expérience commune qui contribue à faire société aussi, et donc à faire une conscience collective, pour parler comme Durkheim, que nous partageons désormais. Donc ce discours de la crise, il est très important et il s'est retrouvé dans beaucoup d'interventions et il est souvent associé aussi à l'idée, au moins pendant un temps limité, d'une impuissance. Voilà. L'impression qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait rien faire. Donc Stéphanie Lacour en a parlé également. Voilà, il y avait l'impression qu'on était chez nous, enfermés, à ne pas pouvoir nous exprimer, à ne pas pouvoir faire exactement notre travail habituel. L'impression aussi, Pierre-Paul Zaliot en a parlé au départ en citant Bruno Latour, que l'économie elle-même, dont on croyait que ce n'était pas possible qu'elle s'arrête, eh bien si, elle s'arrête. Donc il y a aussi Johan Desmolly qui a parlé des mobilités, plus de mobilité, ou d'aucune sorte. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais en tout cas c'est l'impression qui est donnée. Plus d'avions ou très très peu d'avions, plus de voitures. Donc un terme de sidération que plusieurs auteurs ont employé aussi. Des tas de choses qu'on pensait nécessairement devoir continuer,
évidente d'une certaine manière et qui d'un seul coup s'arrête. Et du coup, sur cette espèce de crise, d'arrêt apparent du moins, il y a beaucoup de mises en cause qui se mettent en place et de réflexions qui se mettent en place aussi, avec soit sous forme de critiques, soit sous forme d'interrogations, mais en tout cas, effectivement, des questions sur les fonctionnements économiques habituels. Alors, il y a eu plusieurs exemples qui ont été cités, mais la question des valeurs, par exemple, qui a été reprise par Isabelle Méjean et par Ahmed Bounfour également. Comment, finalement, se construisent les valeurs? Est-ce que ça a du sens aussi de continuer à construire des objets, des biens, des services, à les produire plutôt que les construire, à les produire dans une échelle mondiale? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production de valeur ou de rupture à ce niveau-là? Cette idée d'Isabelle Méjean qu'au départ, on pensait que la crise aussi était localisée, mais qu'elle avait un impact vu toutes les chaînes de valeur, et qu'en réalité, après, non, on se retrouve avec une crise qui est complètement dispersée partout. Donc là, on a une mise en cause des fonctionnements habituels du marché, même peut-être de ce qu'est le marché et le marché mondialisé tel qu'il est aujourd'hui, de recomposition également des collectifs. Et donc ça, il en a été question aussi ce matin avec la question des collectifs de travail qui fonctionnent. On commence à rejoindre des idées aussi de confirmation, mais en même temps une révélation, et une remise en cause. C'est ce que disaient Jean-Pierre Durand et Dominique Gleiman ce matin, de fonctionnement de collectifs du travail qui finalement, à flux tendu, ne permettent pas du tout d'être efficaces, ne permettent pas de répondre à des enjeux du moment, contrairement à ce qu'on pensait. Et donc c'est à la fois une rupture par rapport à une croyance d'un moment donné, et puis une forme effectivement de révélation. Et alors du coup, effectivement, c'est pour ne pas prendre trop de temps non plus, parce que je vois que on a un temps limité, évidemment, chacun de nous, mais il y a quand même ce sentiment très fort face à ce discours de crise et de mise en cause aussi des politiques telles qu'elles sont menées, qui ne paraissent pas répondre, ou même qui répondent à côté, ou qui répondent mal, ou qui finalement nous mentent peut-être aussi sur la question des masques. Donc avec un enjeu de confiance dont a parlé aussi Patricia Gurvier, etc. Et finalement une grande vulnérabilité des personnes, de nos économies, des collectifs, et vulnérabilité aussi sans doute de la démocratie, puisque ça a été exposé à différentes reprises. Donc une crainte non seulement de disparition ou de remise en cause forte de nos fonctionnements démocratiques, mais peut-être même du fonctionnement de notre humanité, certains fonctionnements qui semblent déshumanisés face à ce qui se passe. Alors j'en viens malgré tout, et pour ne pas rester sur cet aspect, mais qui est quand même très important, de rupture et de remise en cause, à ce qui va être mis en avant aussi par de nombreux intervenants, autour de ce qui est confirmé, prolongé, ou de ce qui émerge peut-être de nouveau. Et donc de ce point de vue, effectivement, il y a eu une insistance de nombreux auteurs sur des choses qui ont toujours existé d'une certaine manière, que peut-être on voit un peu plus, mais finalement qui ne sont pas si nouvelles. Et donc, en espérant, mais alors avec plus ou moins d'optimisme, on l'a vu aussi ce matin, que peut-être ça serait l'occasion, cette crise, d'essayer de faire autrement, d'une certaine manière. Et que, comme c'était à un moment donné aussi un slogan, que ce ne soit plus comme avant, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là. Et donc, parmi ces questions de confirmation et de révélation, il y a celle des inégalités, qui est quand même très présente, effectivement, et qui a été redéveloppée ce matin. Donc, des inégalités sociales en particulier, qui sont évidemment, qui ont été développées par Camille Penny, qui est revenue sur cette question-là, qui sont des inégalités structurelles, qui peuvent aussi avoir été visibilisées, par exemple, par le fait que, et qui sont aggravées aussi, par le fait donc de voir que ceux qui sont considérés comme, pour reprendre l'expression, les premiers de cordée, se retrouvent protégés et finalement quelquefois aussi à ne pas pouvoir travailler. Donc pas si utile que ça peut-être, en tout cas la question était posée. Alors on les a appelés quelquefois, l'expression n'a pas été reprise, mais les premiers de corvée ou ceux qui étaient directement en contact, etc., sont aussi les plus exposés et n'ont pas la reconnaissance qui est celle que l'on pourrait attendre.
Donc finalement, on a ce type de questions. Donc il y avait aussi des questions autour de la pression au travail, hein, qui est révélée, et qui est révélée y compris dans le domaine du télétravail, avec des inégalités pour les femmes, par exemple, qui se retrouvent très souvent, plus encore que les hommes, à cumuler le travail domestique, le travail des enfants aussi, puisqu'il faut s'occuper de la classe, et puis les autres inégalités liées au travail. Et donc là aussi, on a des formes de confirmation, mais aussi de révélation de quelque chose qui finalement pose problème. D'où une interrogation sur des nouvelles façons de faire société. Alors, nouvelle façon de faire l'économie, mais finalement, effectivement, voilà. C'est à la fois un appel peut-être à changer la manière de faire l'économie, et puis là, j'ai eu l'impression que on n'allait pas jusqu'au bout, en tout cas, de cette piste, qui a peut-être été explorée par d'autres. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, on n'a pas la prétention, dans ce colloque, d'avoir été représentatif de toutes les positions qu'il peut y avoir en sciences humaines et sociales, hein, puisque c'est parti de ceux qui intervenaient sur le périmètre Paris-Saclay dans la presse. Donc peut-être, effectivement, il y a aussi cette dimension. Par contre, il y a des manières de faire société, alors inventer ou réinventer, parce qu'on a entendu aussi des historiens rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui ont, d'une certaine manière, toujours existé et qui ont été réinventées à cette occasion. Et c'est Anaïs Fléché qui a parlé de la pandémie musicale, par exemple, et le fait de retrouver, y compris dans les collectifs les plus proches, hein, les chansons du groupe, qui sont une manière de faire du bruit ensemble, et y compris de renouer des liens physiques par le bruit, par exemple. Hein. À un moment de distanciation physique, eh bien, on arrive à renouer par le chant, par le bruit, avec des proximités physiques. Donc ça, c'était un aspect de nouveau. Par contre, dans les nouvelles façons peut-être de faire société ou non, on voit aussi, et ça a été rappelé ce matin, et donc ça m'a beaucoup frappé, hein, le retour de formes de violence qu'on espérait ne plus connaître en démocratie, en tout cas, hein, et où quelqu'un, parce qu'il prend la parole, alors peut-être que ça a toujours existé là aussi, hein, c'est les questions, mais Antonio Casilli en a parlé, parce qu'il prend la parole, donc qu'il se positionne, ou Stéphanie Lacour également, contre l'application Stop Covid, par exemple, pour en parler, va se retrouver, sans doute parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui amplifient, hein, mais avec face à des déchaînements de violence et de menaces qui la interrogent aussi sur la manière de faire société qui émerge de cette situation. Alors, du coup, dans les perspectives qui avaient été dessinées au départ, mais dont on a peu parlé, qui quand même ont été réinterrogées, il y a la question du fait mondial total. Donc il y a aussi l'anthropocène, hein, dont on avait parlé, qui effectivement parle de vulnérabilité renouvelée d'une certaine manière, l'humanité étant face à la pandémie, et elle qui se croyait toute puissante, en tout cas voilà, se trouvant réinterrogée par rapport à cela. Et puis la question du fait mondial total, sur laquelle je voudrais revenir également, parce que, et recroiser avec la question de la mobilité dont on avait parlé. Parce que dans ce fait mondial total, il y a effectivement aussi cette question et cette interrogation qui rejoint l'économie mondialisée, hein, de quelque chose qui s'était construit à l'échelle mondiale, ou qu'on pensait construit à l'échelle mondiale, qui s'est trouvé brusquement interrompu par l'idée on va refaire quand même des biens au niveau local, on va refaire des liens au niveau local. Et ces mobilités, finalement, alors soit elles sont rompues, soit elles sont à réinventer autrement. Et là, j'avais posé la question, mais voilà, c'est aussi une piste quand même qui me paraît quand même très importante et très intéressante. Est-ce que finalement, on arrête de dire que la mobilité et la mondialisation sont bien en elles-mêmes? Et c'est quand même aussi une question qui se trouve posée. Hein. Ou est-ce qu'on est en train de les réinventer? Alors, réinventer le local ou réinventer une autre mondialisation? Donc ça, c'est quand même des choses qui sont évidemment très importantes dans le contexte actuel, qui croisent des questions éthiques, puisque nous n'avons pas tous les mêmes critères de ce point de vue-là, hein, de ce que devrait être le fonctionnement d'une telle société ou de tels liens. Donc évidemment, je vais faire la transition et je souhaite ouvrir, hein, de ce point de vue, pour rappeler, donc, puisque c'était un des enjeux majeurs de ce colloque, et puis ça revient aussi sur la place du chercheur, ce qu'on a cherché à faire et ce qui nous semble vraiment
majeur ici, et en tout cas aussi la place, je pense que Pierre ne me contredira pas du chercheur, c'est que parmi les manières de faire du lien, il y en a une essentielle qu'on a cherché à valoriser et qui est celle de débattre, d'échanger les idées de toutes les manières qu'on peut, notamment par ce colloque, mais aussi par des interventions dans la presse, etc. Et donc la manière de faire société, j'ai posé la question aussi, pour éviter les dérives peut-être et pour saisir les bonnes ou les meilleures manières de faire, c'est sans doute aussi d'en débattre. Et donc c'est ça, là aussi que réside l'enjeu démocratique, évidemment, débattre ensemble et après choisir, sous forme de choix collectif, quelles sont ces manières débattues qui méritent d'être retenues ou au contraire d'être délaissées. Et là, effectivement, il nous semble qu'en tant que chercheur, mais bon, je laisse la parole du coup à Pierre, il y a un véritable enjeu aussi. Merci beaucoup Maryse. Pierre. Merci. Oui, donc en effet, il me revient de parler de ce que nous pouvons retirer de ces 2 jours quant à la place du chercheur dans cette conjoncture. J'ouvrirai ces réflexions, donc nécessairement des esquisses et certainement très incomplètes, mais comme nous y appelait Françoise Thibault, tout ça devra encore prendre des formes plus accessibles et plus travaillées. Nous constatons que cette crise du coronavirus est un puissant appel à la réflexivité en sciences, en tout cas pour 2 raisons. D'une part, nous avons été atteints comme milieu social et il s'agit de nous repositionner, de nous resituer. Et d'autre part, nous avons, en particulier comme chercheurs en sciences sociales, cette perception que nous faisons partie de la société et donc ce qui se passe ici, chez nous, mérite d'être analysé pour mieux comprendre ce qui arrive à tout le monde. Donc, il s'agit de mieux comprendre la crise et notre position dans cette crise, ce qui, évidemment, est important au moment où on cherche à faire passer auprès d'autres notre savoir, ce qui est une des questions centrales de ces 2 jours. Et alors, comme Maryse, je préciserai encore que sur ces 2 jours, on a naturellement eu des contacts avec un ensemble d'expériences, de connaissances, donc on peut en retirer déjà de la substance, et puis en même temps, il faut probablement considérer ça plus comme des hypothèses que des échanges ultérieurs plus approfondis pourront confirmer. Alors, ces hypothèses, ces éléments provisoires de connaissance, je les organiserai en 3 points. J'aborderai la recherche dans un premier temps comme une activité avec ses caractéristiques propres, dans un deuxième temps comme une communauté de personnes qui interagissent, qui s'organisent, etc. Et dans un troisième temps comme une composante de la société au sens plus large. Alors, en ce qui concerne la recherche comme activité, pour faire simple, je dirais qu'on a eu des échos ici d'un ensemble de ce que j'appellerais des sommations, au fond. Nous avons été appelés nous avons perçu qu'on nous appelle à pratiquer la science de certaines manières dans les temps qui viennent, peut-être encore plus que ce n'a été le cas jusqu'à maintenant. Et en particulier, de 4 manières. La science doit être pratiquée de manière plus internationale, et là je ferai le pont avec ce que Maryse disait, pour pouvoir mieux saisir un fait mondial, total. La science doit être pratiquée de manière interdisciplinaire, pour mieux saisir un fait mondial total. Elle doit être pratiquée en tirant le meilleur parti possible de la diachronie du savoir, c'est-à-dire de ce qui a déjà été fait, de ce qui a été acquis dans d'autres étapes historiques récentes ou plus reculées. Et finalement, je me permettrai d'inventer ce néologisme, mais elle doit être
transsectorielle, c'est-à-dire qu'elle doit le mieux possible intégrer les différents métiers de la science qui se multiplient ces derniers temps. On parlait notamment du rôle des ingénieurs, du rôle des chercheurs, du rôle de ceux qui organisent, etc. Au moyen de ces quatre, si nous obéissons à ces quatre impératifs, nous nous donnons de meilleures chances pour répondre à une attente plus générale qui est celle qui s'adresse plus particulièrement probablement au SHS, qui est celle d'offrir une vue d'ensemble sur la réalité sociale. Et plutôt que d'épiloguer sur le pourquoi, à quoi cette vue d'ensemble doit servir, et là je reprendrai deux termes qui ont surgi ces 2 derniers jours. L'un, c'est le terme d'arbitrage, et l'autre, c'est le terme d'équilibrage. Donc c'est probablement par une vue d'ensemble que nous donnons, au-delà des sciences d'ailleurs, les moyens de penser ce qui est en jeu au moment où on oppose l'économie, la santé et d'autres oppositions auxquelles on a été confronté. Donc la recherche doit être internationale, interdisciplinaire, diachronique, transsectorielle, pour offrir une vue d'ensemble. Menée par les SHS, elle a, et s'ajoute maintenant une dernière exigence, peut-être, oui, mentionnée naturellement au moment où il a été question d'Anthropocène. Et mentionnée avec insistance dans les travaux de Bruno Latour, qui n'a malheureusement pas pu accepter notre invitation, qui est que les SHS, je vais l'aborder par la négative, les SHS ont sans doute contribué à une conscience moderne d'une humanité méprisante de son environnement et qu'elle considère comme un objet, comme une ressource, et d'ailleurs on parle d'environnement aussi bien naturel que humain. Et donc il y a une responsabilité particulière des SHS à l'heure actuelle, non pas de se rayer du paysage, mais au contraire de mieux s'y installer pour participer de l'intérieur à l'effort d'une ouverture des savoirs humains vers l'environnement de l'humanité et rendre l'humanité perceptive et reconnaissante. Ceci par rapport à la recherche comme activité. La recherche comme communauté. Là, je retiendrai 3 thèmes sans chercher à les organiser plus méthodiquement. Cette communauté est atteinte par la crise du Covid-19. Elle est atteinte directement par le confinement, aussi par le sursaut face au confinement, puisqu'on s'est tous précipités pour préparer des projets qui répondent aux nombreux appels qui ont surgi depuis le Covid. Et puis, plus indirectement et peut-être pas aussi immédiatement, nous allons être atteints par les conséquences à terme de cette crise sanitaire et notamment les conséquences de la crise économique qui sont peut-être plus durement ressentir déjà dans d'autres pays qu'ici. Et, ça a été dit à quelques moments, il est probable que cette crise va, notamment en rapport avec la crise économique, renforcer certaines tendances qui existaient déjà de ce qui a été appelé le grand remplacement, de ce qu'on pourrait appeler une managérialisation rationalisatrice. Il y a là des tendances organisationnelles et économiques qui ont prévalu ces dernières décennies, qui ne vont probablement pas être ralenties et qui vont nous toucher très sérieusement comme milieu de la recherche. Alors vous me direz, qu'en faisons-nous au moment où nous nous posons la question de notre rapport au grand public ? Eh bien, ça n'est peut-être pas aberrant d'en parler aussi, puisque nous parlons de quelque chose qui touche plus largement la société. Donc, la communauté recherche doit probablement parler de ce qui l'atteint.
La communauté recherche doit se faire plus sérieusement communauté. Ça a été dit à quelques reprises dans des moments critiques de ces 2 jours. Il est absolument capital de dépasser l'individuel, notamment au moment où on s'adresse au public. Il faut renforcer, rétablir des coopérations. Et je l'ai mis dans un 3e point, c'est au fond un peu un prolongement de ce point antérieur. Il nous va falloir innover comme communauté, notamment dans les manières de coopérer, dans les manières de se rencontrer, dans les manières de communiquer. Notamment, par exemple, en valorisant les blogs, et peut-être en valorisant les compétences de coordination. Ça, c'est la recherche comme communauté. Et puis finalement, la recherche dans la société. Donc là, on est évidemment au cœur de la question principale de ces 2 jours, à savoir comment nous adresser à la société à travers la presse. Et là, je diviserai l'argument en 3 points aussi, à savoir la société, la science s'adressant à la société au sens les citoyens, la science s'adressant à la société au sens les gouvernants, et la science s'adressant à la société ou se situant dans la société formée d'acteurs installés, d'acteurs ayant des moyens d'action. Donc la science face aux citoyens, pour reprendre un terme qui a été employé, qui m'a beaucoup plu ce matin, il faudra peut-être qu'on accepte de nous ressasser. Il est probablement important de répéter, de revenir sur certains résultats. Il nous faut mieux permettre des réponses, ce qui est possible maintenant, beaucoup plus facile avec les moyens informatiques. On peut facilement recueillir des réponses. Il nous faut, donc là je prends au fond de façon assez impressionniste des constats qui ont été faits pendant ces quelques jours. Il nous faut apprendre à mieux mettre en évidence les clivages qui traversent cette société, ce public, cette citoyenneté. Et puis finalement, c'est dommage que je crois que personne de The Conversation n'est ici. C'est dommage parce que je voulais leur dire qu'ils ont un souci sérieux de présenter à leur public l'atelier des chercheurs qui publient chez eux pour mieux faire comprendre au public ce qu'est la recherche. Ils ne veulent pas publier de textes sur des rencontres, des informations sur des rencontres. Ils ont probablement raison et on pourrait quand même s'interroger sur l'utilité de mieux présenter au public, aux citoyens, aussi, à côté de tous les autres outils qui sont peut-être beaucoup plus effectivement impressionnants, comment nous travaillons comme collectif, ensemble. Science et gouvernement, ça le thème est déjà un peu usé, mais par rapport à ce qui s'est dit ces jours-ci, juste 3 points encore une fois, l'importance probablement de, comme chercheur, faire passer, notamment par les médias, auprès du gouvernement, des gouvernements, le message qu'ils doivent, en tant que gouvernement, ils doivent. Alors, on a passé le seuil où il faut être normatif, et moi bientôt j'arrive bien à mon quart d'heure. Il vaut la peine de mieux penser en quels termes et à qui des gouvernants s'adressent quand ils s'adressent aux citoyens, ce que veut dire s'adresser à des citoyens. Il y a eu hier une discussion tout à fait passionnante sur s'adresser plutôt aux réflexes ou s'adresser aux stéréotypes et au fond s'adresser aux motivations, aux subjectivités est quelque chose de peu développé dont la recherche a besoin et dont la citoyenneté a besoin. Il y a un rôle pour la recherche à jouer, certainement, là je suis bien placé, enfin, je dois le dire, de participer de différentes manières aux échanges entre ce que sont les niveaux de gouvernement international, national, local. Il y a un rôle à jouer pour la recherche, à la fois à mieux comprendre ce qui se passe à chacun de ces niveaux, à faire circuler ce savoir et à faire circuler ce savoir par les compétences acquises de travail comparatif et international. Nous sommes parmi ceux qui ont les moyens de
produire quelque chose d'international. Et puis finalement, c'est plus évident, ça a été le thème de la fin de la matinée. Il y a un rôle à jouer dans la critique, dans la résistance, dans la production de savoir qui puisse être saisi par des contre-pouvoirs, etc., etc., etc. Sciences et acteurs sociaux pour terminer. Là, je partirai là, je cite un nom, Ahmed Bonfour a dit à un moment donné, je crois dans une de ses réponses, les entreprises ne changeront pas facilement de l'intérieur. Et c'est probablement vrai de beaucoup d'acteurs établis. Et au moment où des changements doivent avoir lieu, et où il s'agit de savoir aussi comment les orienter, il est probablement nécessaire que surgissent encore des contre-pouvoirs au sens plus large, de contre-pouvoirs aussi à des acteurs établis, et pas seulement aux États, c'est-à-dire d'autres acteurs, qu'émergent des acteurs, et ça renvoie à une question qui a été posée hier, qui est-ce qui va pouvoir se repositionner dans cette conjoncture, qu'est-ce qui va pouvoir émerger dans cette conjoncture en termes d'acteurs. Et pour terminer, j'évoquerai 2 hypothèses à ce sujet, parce que ce sont des acteurs qui probablement pourront faire pression sur certains acteurs établis, entreprises, associations, que sont d'une part, de façon très différente, il y a ce qui existe d'organiser des fameuses professions défavorisées par la crise, notamment ça se passe de façon plus efficace au niveau des soins. Donc il y a une espèce quand même il y a des mouvements des professionnels des soins, pour imaginer, mais je n'ai pas connaissance d'un frémissement du côté des femmes de ménage et des personnels, des techniciens de surface, qui pourtant s'organisent un peu mieux ces dernières années. Et les mouvements qui ont pris pas mal de force ces tout derniers temps et face auxquels les réactions, même d'un pays comme la Suisse, suggèrent qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Ce sont des réactions très préoccupantes par leur caractère autoritaire. Les mouvements revendiquant un virage immédiat en matière de politique climatique. Et là, pour terminer avec la question des SHS face au Covid, se positionnant dans l'espace public, comme chercheurs, nous venons au fond compliquer un tout petit peu des constellations d'acteurs à l'émergence, à la reconnaissance, au positionnement desquels nous contribuons marginalement, probablement, mais un petit peu quand même. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Je rectifie, c'est bien une session conclusive d'une partie. Il y a encore une session 10 après d'ouverture vers autre chose. Je vais passer, mais un tout petit peu avant, j'espère qu'Étienne ne m'en voudra pas, je vais juste dire 2 petites choses de là où je suis qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. La première, c'est que vous avez montré qu'effectivement, les sciences humaines et sociales, vous en faites la preuve, sont très mobilisées sur cette question-là, sur la présence de ce virus dans des sociétés, dans l'ensemble des sociétés du monde. Et c'est vrai que cette mobilisation des sciences humaines et sociales, elle est moins visible dans l'espace médiatique que les grands débats où le citoyen moyen, tout d'un coup, devient infectiologue parce qu'il a entendu beaucoup parler, il a beaucoup écouté les débats entre les infectiologues. On entend moins les SHS, mais comme vous le dites, on est présent. Je reprendrai aussi, et peut-être en l'illustrant, une des choses que tu as dites, Pierre, à savoir que, comme toutes les sciences, et je pense qu'Étienne... je ne serais pas étonnée qu'Étienne en parle, comme toutes les sciences, ce qui nous arrive là a des conséquences sur la façon même de faire science et sur la façon de faire science en société. C'est ce que tu disais. Et j'ai envie de citer quelque chose qui m'a étonnée et qui continue à m'étonner et que je trouve très intéressant. L'Institut d'études avancées de Paris, l'IEA de Paris, a créé une plateforme qui recense
les projets de recherche qui souhaitent se signaler, les projets de recherche de sciences humaines et sociales qui travaillent sur le Covid. Cette plateforme s'appelle WPRN. Bon, c'est une plateforme. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort à partir de cet objet. C'est-à-dire qu'ils nous font des notes d'information, par exemple sur une thématique, comme là j'en ai imprimé 3, je ne vais évidemment pas les développer, mais par exemple sur le télétravail, ils ont produit 6 notes d'information comme ça, et à un moment donné, on voit, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un texte qui n'est pas un texte scientifique classique qu'on va retrouver dans une revue, mais on est avec un texte qui est un texte qui vient de synthèse de travaux de recherche qui sont faits en France, en Angleterre, en Allemagne. Donc on voit bien qu'il y a des types d'écriture scientifique qui voient le jour aujourd'hui et qui sont dédiés finalement et qui ont pour objet, devrais-je dire, de converser avec la puissance publique et avec le citoyen. Et ça me semble, ce que vous faites là, on fait aussi partie. Je crois qu'on a encore du chemin à faire, mais, et là je m'arrêterai là, je pense qu'Étienne, on est vraiment dans un univers où on cherche à dialoguer, les sciences humaines et sociales, on cherche à dialoguer avec l'ensemble de la société, et donc y compris avec la puissance publique et les politiques. Voilà, Étienne, je ne sais pas, je pense que vous allez compléter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler de la réaction d'un scientifique des sciences dures, car je ne suis pas des sciences humaines, et d'ailleurs je me sens pas tout à fait légitime à parler dans un tel colloque. Je remercie simplement ceux qui ont le courage de m'inviter, puisque les scientifiques des sciences dures sont des gens qui en général sont assez naïfs, et même assez bonnets quand il s'agit d'aborder la complexité du monde social, qu'ils ont tendance à simplifier. Si je me sens quand même un peu légitime, c'est que pour une fois, je me suis permis d'interagir dans le débat public, à faire science avec la société, comme vient de le dire Françoise, à la suite d'un électrochoc, d'une sorte même d'électrocution que j'ai subie le 5 avril 2020, donc au début de l'épidémie, en lisant dans Le Parisien, le journal Le Parisien, un sondage qui m'a fait tomber de ma chaise. Son sondage interrogeait les Français en leur posant la question suivante. C'était même pas, à votre avis, est-ce que c'était tel médicament, dont j'ai oublié le nom, promu par un scientifique marseillais dont j'ai oublié le nom, tel médicament est-il efficace contre le coronavirus? C'était le 5 avril. Aucune étude thérapeutique n'avait évidemment pu conclure. Je vous rappelle que la Covid est une maladie dont on guérit sans traitement dans 98% des cas. Donc pour montrer qu'un médicament est efficace, il faut des statistiques énormes. Donc c'est une question à laquelle, au moment où elle était posée, personne sur Terre ne savait répondre. 59% des personnes interrogées ont répondu oui, 20% ont répondu non, et seulement 21% ont répondu je ne sais pas. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'affirmer aussi rapidement sa compétence, son expertise, dans un domaine où personne n'a encore d'expertise. Et ça m'a tellement choqué que j'ai écrit un tract dans la collection Gallimard qui s'appelle Tract, qui s'appelle Le goût du vrai. Le goût du vrai, c'est une expression que j'ai tirée d'un livre de Nietzsche que vous connaissez, Humain trop humain, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle L'avenir de la science, qui fait une page. Et dans ce texte très prémonitoire à mon sens, Nietzsche dit « Le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité procurera moins de plaisir. » Il m'a semblé qu'on y était. Le goût du vrai a disparu. Il est remplacé par une espèce de promptitude à dire son opinion sur toutes sortes de sujets. Et le fait d'avoir une opinion tranchée semble dédouaner du besoin d'accroître sa compétence. Et mon propos n'est donc pas le résultat d'un travail de recherche en sciences humaines et sociales, j'en ai fait aucun. C'est simplement une réaction
au spectacle qui nous a été donné pendant quelques mois. Je parle notamment de la période du confinement. Mais en fait, ça a duré même bien après. Donc je voulais vous livrer les réflexions parfaitement subjectives suivantes. La première, c'est que, comme vous le savez, un virus n'a pas d'intentionnalité, à part peut-être celle de trouver des hôtes comme nos corps pour se multiplier, puisqu'il est incapable de le faire tout seul. Or, contrairement à ce qu'on a pu dire, ou à ce qu'on a pu lire ou entendre ici et là, le coronavirus n'a donc nullement surgi dans le but de nous faire la morale, encore moins de nous châtier. Mais, à défaut de recevoir des leçons de sa part, nous pouvons, nous, en tirer quelques-unes pour notre propre compte, en analysant ce que nous avons appris grâce à lui et en regardant les effets qu'il a eus sur nous, notamment sur notre façon de parler des sciences. Bon, par exemple, grâce à lui, nous savons mieux encore qu'auparavant que les grandes pandémies à venir seront ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des infections virales brisant la barrière interespèce pour se propager de l'animal à l'homme, et nous savons que la diffusion de telles épidémies est favorisée par les bouleversements écologiques qui sont induits par l'activité humaine. Mais les leçons dont je voudrais vous parler sont plutôt celles qu'on peut tirer du traitement médiatique des aspects scientifiques de la pandémie. Il y avait là, en tout cas c'est ce que j'ai cru au départ, une occasion historique d'expliquer au grand public en temps réel, c'est-à-dire jour après jour, la méthodologie scientifique, ou plutôt les méthodologies scientifiques, puisqu'on sait qu'elles ne sont pas les mêmes selon qu'on est physicien, biologiste ou médecin. Il s'agissait d'expliquer les tâtonnements de la recherche, les avancées, les problèmes posés, les biais, les succès, et en l'occurrence, de dire en quoi consiste un essai en double aveugle, un essai randomisé, un effet placebo, comment bien utiliser les statistiques, la différence qu'il y a entre corrélation et causalité. La différence entre corrélation et causalité. On a entendu, sur les chaînes de télévision notamment, toutes sortes d'intervenants qui, si on leur faisait constater qu'il y a des grenouilles après la pluie, on conclurait qu'il a plu les grenouilles. Par exemple, des gens qui, étant malades, ont pris un certain médicament et ont guéri. Conclusion, c'est le médicament qui m'a guéri. Sans que personne ne vienne dénoncer l'erreur de raisonnement qui a été là commise. Bon. On aurait pu aussi, à l'époque où tout le monde réclamait des tests, sans jamais parler de l'efficacité ou de la fiabilité des tests, expliquer comment ça marche. Il y a des tas de situations dans lesquelles avoir des tests, s'ils ne sont pas très performants, est contre-productif. Il peut même tromper. Vous pouvez faire le calcul, si vous prenez comme hypothèse une nouvelle maladie qui touche une personne sur 1000, donc la prévalence, comme on l'appelle, est de 1 personne sur 1000, imaginez que cette maladie ne donne pas de symptômes visibles, de sorte qu'on ne sait pas qui est malade. Les chercheurs mettent au point un test qui fonctionne de la façon suivante. Si une personne est malade, elle sera positive au test, dans tous les cas, 100% d'efficacité de ce point de vue. Mais sur 100 personnes non malades, 5%, donc 5, seront positives au test, les autres seront négatives. Donc il y aura 5% de faux positifs. Maintenant, la question suivante est la suivante, c'est on vous présente une personne positive au test, quelle est, dans le cas que je viens d'énoncer, la probabilité qu'elle soit malade? Si vous faites un sondage autour de vous, tout le monde va répondre 95%. La bonne réponse, c'est 2%. 2%. Pourquoi? Parce que si vous prenez 1000 personnes, il y en a une seule qui est malade. Sur les 1000 à qui vous faites subir le test, il y en a 5% qui seront des faux positifs, donc 50. Donc il y aura 51 personnes positives pour une seule malade. Donc la probabilité d'avoir une personne positive qui soit malade est de 1 sur 51, c'est-à-dire à peu près 2%. On aurait pu expliquer tout ça. On ne l'a pas fait. Au lieu de ça, on a préféré mettre en scène une foire d'empoigne entre égaux et ayant souvent atteint une certaine surdimension. D'aucuns même accordaient à leur seul ressenti un crédit si élevé qu'ils parvenaient à trancher d'un simple coup de phrase des questions vertigineusement complexes, tout en reconnaissant pour les plus honnêtes d'entre eux qu'ils n'y connaissaient absolument rien. C'est le fameux syndrome « je ne suis pas médecin », qui est un aveu honnête,
mais je ne suis pas médecin, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut penser de tel ou tel traitement, de telle ou telle mesure. Bon. Et je crois que c'est l'impression que j'ai dans mon entourage, ce n'est pas du tout une enquête, qu'une partie du public s'est laissé abuser et considère désormais que la science est une simple affaire d'opinion qui s'affrontent sans jamais converger. Je le crains d'autant plus qu'aujourd'hui la tendance à avoir un avis non éclairé sur tout et à le répandre largement semble gagner en puissance grâce aux réseaux sociaux. Et dans le sillage de cette tendance, elle distille l'idée que la science ne relève que d'une croyance parmi d'autres, elle ne serait en somme qu'une sorte d'église émettant des publications comme les papes émettaient des bulles, que les non-croyants ont tout loisir non seulement de contester, mais aussi de mitrailler de commentaires à l'emporte-pièce. Alors comme je parle devant des sociologues, je suis prudent, et je reconnais devant vous que je suis parfaitement conscient que nous vivons tous dans une mare de préjugés, et que les scientifiques, qu'ils s'expriment publiquement ou non, n'échappent pas à la règle. Et s'ils parviennent à s'en défaire dans leur domaine de compétences, ce n'est certainement pas en purifiant leur propre intellect, ni en s'imposant une cure de désintéressement personnalisé, ni en polissant leurs phrases, mais en adoptant collectivement une méthode critique qui permet de résoudre les problèmes grâce à de multiples conjectures et tentatives de réfutation, comme disait Popper. Une vérité dite scientifique ne doit en principe pouvoir être déclarée telle qu'à la suite d'un débat contradictoire ouvert, conduisant si possible à un consensus. Bien sûr, je n'ignore pas qu'il existe des zones grises, des situations ambivalentes où la vérité est hésitante, parfois même plurielle, et qu'elle réclame du débat. Mais ce sont alors la prudence et l'humilité qui devraient s'imposer. Est-ce ce que nous avons vu ? Je n'ignore pas non plus que les scientifiques ne sont pas exempts des défauts coutumiers au genre humain, mauvaise foi, arrogance, bêtise, cupidité, précipitation, aveuglement, folie. Comme tout un chacun, ils peuvent se tromper, subir l'influence des idéologies ou des lobbies, parfois même tricher, de sorte que leurs déclarations quant à la vérité de tel ou tel résultat ne sauraient être prises pour argent comptant. Reste qu'en général, grâce justement au travail collectif mené à l'intérieur même du champ scientifique, de tels errements finissent par être démasqués et dénoncés. Ensuite, et ce sera c'est plutôt enfin parce que ça va être ma conclusion, je pense qu'il est trop tôt pour faire un bilan et que peut-être qu'à la fin de cette pandémie, nos citoyens auront pu mieux comprendre que la science n'est pas la même chose que la recherche. La science, pour moi, c'est un corpus de connaissances, de résultats acquis, de théories qui ont été dûment mises à l'épreuve et qu'il n'y a pas lieu, jusqu'à nouvel ordre, de remettre en cause. La Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent. C'est bon. Affaire classée. Et donc on pourrait dire que la science, elle a à voir avec la vérité, enfin une certaine forme de vérité, au sens où elle a répondu correctement à des questions bien posées. Ça ne veut pas dire que les vérités de la science soient définitives. Parce que l'évolution des connaissances peut remanier la façon dont nous les disons. Et puis il y en a qui deviennent caduques. On a cru à l'éther luminifère, c'était une vérité de science, Einstein a tué l'éther luminifère. Ça n'est plus une vérité de science. Et puis il y a même des vérités canoniques qu'on répète toujours de la même façon, qui sont devenues fausses. Par exemple, si vous dites « la Terre tourne autour du Soleil », vous penserez dire une vérité de science. Or, cette phrase sous-entend que le Soleil est un référentiel particulier, qu'il est au centre de quelque chose. Or, une nouvelle théorie de la gravitation mise sur pied par Einstein en 1915, qui s'appelle la relativité générale, vous dit, c'est le principe fondamental, tous les référentiels sont équivalents. Et donc, il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est spécifique par rapport aux autres. Il y a une démocratie des référentiels. Or, quand vous dites le Soleil tourne autour de la Terre, c'est plutôt l'inverse. La Terre tourne autour du Soleil. Vous donnez au Soleil un statut privilégié que la théorie d'Einstein lui dénie. Et donc, il faudrait retravailler cette phrase. Bon,
En tout cas, ce qui est faux, c'est que la Terre soit au centre de l'univers. Bon. Et donc, voilà, la recherche, c'est l'ensemble des questions posées par ce corpus dont nous n'avons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule? On n'en sait rien. C'est pour ça qu'on mène de grosses expériences au CEA et ailleurs pour tenter d'y répondre. Est-ce que l'antimatière qui était là dans l'univers primordial a disparu pour les raisons qu'on imagine? On n'en sait rien. Est-ce qu'une vie extraterrestre existe? On n'en sait rien. Est-ce qu'une personne malade, parce qu'elle a contracté tel nouveau virus, pourrait-elle être infectée une seconde fois par ce même virus? On n'en sait rien. Et lorsque cette distinction entre science et recherche n'est pas faite, l'image de la science, qui est abusivement confondue avec la recherche, se brouille et se dégrade. Elle donne l'impression d'être une bagarre permanente entre experts qui ne parviennent jamais à s'accorder. Elle donne en outre l'impression d'être tiraillée entre excès de modestie et excès d'enthousiasme, car son rapport à la vérité apparaît contradictoire. On dit d'un côté, la science c'est la vérité, et de l'autre côté, en la confondant avec la recherche, la science c'est le doute. Et si la science c'est le doute à tous les étages, alors chacun peut y aller de son ressenti, de son opinion, verser dans l'ultra-crépidarianisme à fond les ballons, pour montrer comment son opinion peut délégitimer un discours scientifique. Et de l'extérieur, évidemment, on a du mal à suivre, surtout si l'on est impatient. La recherche, ça demande du temps, et donc il y a une contradiction entre la temporalité politique, il faut prendre des décisions, et la temporalité de la recherche. Mais, vous le savez bien, la temporalité propre de la recherche a si peu à voir avec celle de Twitter qu'on devrait davantage se méfier des proclamations individuelles et des communiqués autopromotionnels que d'aucuns jettent en pâture à une opinion particulièrement inquiète. Et il faut dire qu'en période de crise, notre impatience collective crée une demande de certitude que les chercheurs scrupuleux ne peuvent pas satisfaire, puisque précisément, ils ne savent pas encore. Et par l'effet d'une logique médiatique imparable, ils se trouvent alors détrônés par d'autres intervenants qui, eux, n'hésitent pas à clamer ourbi et torbi des conclusions simples et tranchées, plus plaisantes à nos oreilles que leurs discours encore hésitants, parfois maladroits. Et donc je pense que la leçon qu'on peut tirer de ces errements, c'est que nous devons, et là je pense que les sciences humaines et sociales pourraient aider, trouver les conditions démocratiques d'un débat. Comment est-ce qu'on fait pour organiser un débat dont les conclusions, parce qu'elles auraient été obtenues à partir d'une procédure qu'on a jugée d'emblée légitime, seront acceptées, y compris par ceux qui ne sont pas d'accord avec ces conclusions. Et peut-être qu'on pourra en discuter après, mais c'est là, à mon avis, que les sciences humaines et sociales ont un rôle qui devient presque indispensable à jouer. J'ai entendu parler hier des biais cognitifs. Les physiciens sont des gens naïfs, de ce point de vue-là aussi. Ils pensent que pour expliquer au public une question de physique, il faut la travailler en profondeur, la clarifier, et une fois qu'on l'a clarifiée, on l'explique clairement à toutes sortes de publics, et la transmission se fera bien. Et on voit bien que ça ne marche pas. La méthode que nous avons de faire de la vulgarisation est un échec, sur lequel on peut réfléchir, mais je pense qu'il faut inventer une nouvelle façon de faire science en société, en tenant compte, beaucoup mieux que nous ne l'avons fait jusqu'à maintenant, des biais cognitifs qui sont identifiés par les neuroscientifiques ou par les sciences sociales. Merci beaucoup, Étienne. Je vais, avant de donner la parole à Jacques, deux petites réflexions. Je crois que ce qui se passe aussi là, c'est qu'effectivement, très clairement, on a une mise en cause de la science et des sciences dites dures. Alors que nous, on est habitués, aux sciences humaines et sociales, à cette mise en cause permanente, où depuis le début, depuis les sciences humaines et sociales, on est toujours confronté à cette question de l'opinion. Parce qu'effectivement, ceux qu'on interroge, ce sont des cadres aussi, des cadres qui peuvent être politiques, la preuve, les réflexions que vous avez faites et qui ne conviennent pas toujours au pouvoir en place, qui fait qu'on a sans arrêt à prouver, en fait,
que dans nos recherches on peut faire science et on produit des connaissances. Et je me demande si ce moment-là va pas être un moment aussi qui va nous permettre de nous rapprocher, ce qu'on souhaite faire de nous rapprocher des autres sciences pour pouvoir travailler avec les autres sciences, et notamment autour d'un mot qui n'a pas été prononcé, mais je crois que c'est sur les conditions démocratiques du débat, c'est mettre en scène la controverse. J'ai été frappée de l'absence de la controverse dans le débat médiatique, et ça revient à ce que tu viens de dire. Pas de controverse, comme s'il n'y avait pas la place de la controverse, qui renvoie aussi à d'autres sujets comme celui de la démocratie. Les espaces démocratiques sont des espaces de la controverse. Jacques, j'ai trop bavarde. Je te donne la parole avec grand plaisir. Jacques Commaille, donc sociologue. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'être synthétique parce que l'heure avance et nous sommes très en retard. Mais je voulais en fait insister sur 2 ou 3 points qui me sont chers et me dire d'abord que mon propos est inspiré en quelque sorte par mon engagement dans la grande aventure des Maisons des Sciences de l'Homme. C'est à travers cela un peu que je rentre dans cette effervescence des débats sur le Covid et ce que ça signifie du point de vue de notre activité de recherche. Donc, alors, ce que je voulais dire d'abord, c'est combien j'ai regardé sur mon ordinateur effectivement le déroulement du colloque et combien je suis très sincèrement heureux que la MSH Paris-Saclay se soit lancée dans ce projet de réflexion collective et en quelque sorte servi de support à une réactivité qui m'a très heureusement surpris des collectivités de sciences humaines et sociales. Et aidé aussi d'ailleurs par les nouveaux supports qui se révèlent très très importants dans cette affaire, comme The Conversation ou comme AOC, il y en a d'autres. Et je crois que là, il y a un nouveau moyen, en quelque sorte, de faire entrer les sciences humaines et sociales avec leurs compétences, leurs exigences et leurs contraintes dans le débat public grâce notamment à ces nouveaux supports. Alors, ce que je voulais dire très, très vite, c'est combien, évidemment, c'est une évidence, combien le contexte de pandémie bouleverse, on vient encore avec vos rapports, Maryse et Pierre, de l'entendre, bouleverse à la vie des citoyens, repose notamment pour eux la question des inégalités. Vous avez mis l'accent, c'est Maryse qui a mis l'accent sur cet aspect. Combien ce contexte bouleverse le fonctionnement même des sociétés au plan économique, vous l'avez rappelé dans les synthèses, au plan politique, au plan social. Et bouleverse aussi les régimes de connaissances. Et là, je crois que c'est Maryse qui a employé le terme de rupture avec les pratiques. Il y a effectivement, me semble-t-il, en germe, une rupture avec les pratiques pour ce qui concerne beaucoup les sciences humaines et sociales. On est en quelque sorte ce bouleversement, donc c'est un bouleversement pour les individus, pour les citoyens, pour les sociétés, c'est un bouleversement, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, pour les régimes de connaissances. Et je crois que l'histoire, la sociologie, la philosophie des sciences de la nature nous ont alertés depuis longtemps que nous étions entrés dans un temps historique des incertitudes. De la fin, donc nous sommes à la fin des certitudes transcendantes, comme disent certains, ou du tacit knowledge, dans les sociétés, dans les sciences de la nature. Nous sommes dans le domaine des sciences de la société, des sciences sociales, dans la remise en cause des méta-récits, des macro-théories qui prétendaient en quelque sorte épuiser le sens du monde dans les travaux, ces méta-théories donc, qui se développaient. Nous sommes aussi dans un domaine qui est plus le mien encore, celui des sciences que j'appellerais des normativités, dans une période d'incertitude où en quelque sorte la raison avec un R majuscule est remise en cause, cette raison inspirée par l'idée de dogme
au sens de vérité fondamentale qui ne se discute pas et face auxquelles les citoyens n'ont d'autre chose, d'autre choix que de se soumettre. Je crois donc que nous sommes en train de dépasser cela, de dépasser ce temps des certitudes, et que, en même temps, je crois que l'avènement, ce temps des incertitudes qui est celui de présent avec la pandémie, devient, à mon avis, on ne doit pas, du point de vue de la recherche, le percevoir comme de façon accablée, mais au contraire comme peut-être une chance, une opportunité extraordinaire pour repenser effectivement la façon dont nous faisons de la recherche. Et pour reprendre un très beau titre que j'ai trouvé d'une belle série du journal Le Monde sur les penseurs contemporains, je crois que nous devons avoir l'audace de l'incertitude. L'audace de l'incertitude, et nous sommes en fait... et donc un appel à la réflexivité qu'évoquait Pierre aussi dans sa synthèse à l'instant. Nous sommes face à ce que le sociologue américain Immanuel Wallerstein appelait un grand défi, un nouveau grand défi pour nos sociétés. Et selon lui, il considérait qu'effectivement ça exigeait un nouveau régime de connaissances. Comment penser autrement les sciences de la société, notamment pour faire société, pour reprendre le terme qu'a utilisé Maryse tout à l'heure, et pour notamment poser aussi le problème qui était très développé actuellement, très discuté au niveau international, celui de la communauté. Comme une resurgence extraordinaire, on était passé de la communauté à la société, on a une espèce de recherche éperdue, de quête éperdue, d'un retour ou une redéfinition de la communauté. Donc, je crois que cette façon d'affronter le grand défi, c'est d'abord effectivement et c'est bien ce qui s'est esquissé au cours de ce colloque, donc une nouvelle économie des relations entre disciplines de sciences humaines et sociales. Une nouvelle économie qui paraît absolument inévitable, que nous devons affronter parce que ce qu'ont montré plusieurs des travaux qui ont été développés, présentés ici notamment dans ce colloque, c'est la multidimensionnalité des questions que pose la pandémie. Une sorte d'indissociabilité des questions qui, en quelque sorte, rendent la division du travail en disciplines et l'évitement, le cloisonnement complètement inadéquat. Et donc, on a là, en quelque sorte, à dépasser, à faire ce travail de réflexivité dont parlait Pierre, et à dépasser donc une division du travail qui, comme le montre très très bien Immanuel Wallerstein, résultait souvent plutôt d'une défense des territoires académiques, avec tout ce que ça comporte derrière, de moyens financiers, de moyens personnels, de prestige, etc. Et de penser qu'est-ce qui est pertinent du point de vue de l'organisation du travail de recherche, des rapports entre disciplines, par rapport à des objectifs de connaissance qui devraient prévaloir tout à fait par rapport à des objectifs de préservation des territoires. Deuxième point aussi, c'est la question qui est posée pour nous, moi j'étais vraiment ravi d'apprendre que Étienne Klein venait participer à nos échanges, c'est bien sûr quelles peuvent être les formes de collaboration entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences. Et je crois que là, on est, et je m'en réjouis beaucoup, en quelque sorte, dans un prolongement qui est dans l'ADN de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay, où elle a, me semble-t-il, un rôle très, très important à jouer. Troisième point, il a été évoqué dans plusieurs des interventions de cet après-midi, c'est assumer pleinement l'idée de coproduction, je reprends le terme qui est très développé dans la littérature des Science and Technology Studies, coproduction au sens en posant la question plutôt de la relation de la recherche avec les citoyens. Le problème de l'espace démocratique, en quelque sorte, que vous venez de souligner avec force. Et donc la question de quelles sont les formes possibles de l'implication citoyenne dans les processus de production et de diffusion des savoirs.
Et là, je repensais à un terme qu'utilise Danilo Martuccelli, qui dit en quelque sorte, nous sommes dans une nouvelle ère d'un double mouvement, d'une part d'existentialisation du social et d'autre part de socialisation de l'existentiel. Et je crois que la pandémie, la question de la santé, me semble être au cœur de ce double mouvement que soulignait Danilo Martuccelli et qui fait des citoyens, des gens qui sont à l'écoute de ce que la recherche, ils sont demandeurs, ils sont partenaires de ce que la recherche est susceptible de dire, d'apporter, la façon dont la recherche est susceptible d'ouvrir des débats. Quatrième élément, c'est le caractère extraordinairement multinational des phénomènes sur lesquels les SHS doivent se mobiliser. C'est évident. La question que nous avons traitée là dans un cadre français, c'est tout à fait légitime à ce stade. Elle fait l'objet d'une effervescence internationale extraordinaire. J'avais apporté juste cet ouvrage qui vient de sortir, une cinquantaine de contributions qui sont du monde entier, pratiquement, sur la question, effectivement, celle qu'on a traitée ici dans le cadre de ce colloque sur et je crois que là, il y a une nécessité très vite, me semble-t-il, d'élargir les échanges au niveau supranational. Alors, ce que je dirais, c'est, en quelque sorte, je reviens à mon point de départ, c'est-à-dire aux maisons des sciences de l'homme, c'est-à-dire, je crois qu'on revient en posant toutes ces esquisses, perspectives de développement de la recherche sur quelques-uns des piliers des maisons des sciences de l'homme et ce qu'on a pu appeler donc la doctrine des 5 I, c'est très très évident, quoi. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a à se saisir effectivement de cette audace de l'incertitude que nous offre la pandémie, si je puis dire, pour optimiser un régime de connaissances qui est bien celui, me semble-t-il, d'une quadruple ouverture. Je rappelle donc entre les sciences humaines et sociales elles-mêmes, entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences, entre les sciences humaines et sociales et la société, et avec, quatrième point, une inscription dans une société, je dirais, mondiale de la connaissance. Et de ce point de vue-là, donc, les perspectives sont extrêmement prometteuses pour les maisons de sciences de l'homme. Et ceci, je rappellerai aussi, suivant une conception qui me paraît très importante, c'est-à-dire les maisons de sciences de l'homme ne se substituent pas à ce que font les centres de recherche et les laboratoires. Les principes que portent les maisons des sciences de l'homme, c'est d'offrir une plus-value utile à l'ensemble des communautés de recherche dans les différents laboratoires qui, effectivement, collaborent avec les maisons des sciences de l'homme. Donc les maisons des sciences de l'homme sont autre chose et quelque chose en plus de ce qui existe et qui est susceptible d'optimiser ce qui existe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Je vous remercie. Étienne, oui. Oui, je me permets de réagir parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai une petite réserve sur l'expression que vous semblez louer, audace de l'incertitude. Comme s'il fallait avoir le courage d'admettre que l'incertitude peut toucher tous les champs. Et c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, à mon avis, c'est une porte qu'on ouvre pour la libération des sophistes. Voilà. Parce que si l'incertitude est partout, alors les sophistes prennent le pouvoir. Et moi, je pense que, justement, dans cette époque-là de crise, il faut rappeler ce qu'on sait. Il y a des connaissances qui sont solides, et le fait de les relativiser en temps de crise fait que le seul socle sur lequel on peut s'appuyer disparaît lui-même. Et que du coup, c'est l'incomplétude qu'il faut assumer. Le fait que les connaissances ne sont pas extensibles à tous les domaines, qu'il y a énormément de questions que nous nous posons, mais il y a quand même des choses que nous savons. Et je pense qu'un chercheur, qu'il soit des sciences dures ou pas, il doit dire ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas. Et ces figures-là, je propose. Ces figures-là sont mal représentées. On a énormément de retard, donc je trouve ça super passionnant et je suis vraiment désolée, mais je pense que pour laisser la place pour les autres tables,
il vaut mieux qu'on continue le débat à un autre moment. Et je suis la première à le regretter, vraiment. Merci. En tout cas, merci beaucoup, parce que je pense, Étienne, même si tu as été coupé, je pense que c'est très important ce que tu as dit, et c'est très important, notamment pour nos sciences. Ah oui, oui. Tu vois, où cette question du corpus de compétences, de connaissances, pardon, eh ben, c'est une question qui est à remettre sur le métier sans arrêt. Merci, et la table ronde suivante va en reparler aussi, je pense, mais là, il faut laisser la place voilà, pour... Merci, hein, vraiment.